Madame Pauline n'est pas la femme de Benarchat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Un corbeau, une prison, une guitare électrique et un gâteau blanc, deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 13 en audio et en vidéo. Ça vous a beaucoup plu qu'on fasse les deux formats comme ça et le dernier épisode a rencontré un franc succès, donc on va continuer, on essaye de s'améliorer et on a fait une pause de 2 semaines d'ailleurs depuis le dernier épisode, histoire de recharger les batteries, de faire coïncider les emplois du temps pour recevoir à nouveau Lou dans cet épisode qui, vous pouvez le constater, n'est pas là puisqu'il est malade. Mais en tout cas, on a Benjamin qui est toujours là. Bonjour Benjamin. Oui, toujours fidèle au poste, oui. Salut Thomas. Alors Benjamin, c'est toi d'ailleurs qui m'a suggéré de passer sur une fréquence de 2 épisodes par mois plutôt que 4. C'est ça, ouais, comme ça les spectateurs ont le temps de regarder l'épisode de la semaine, parce que des fois c'est possible que d'une semaine à l'autre, il n'y a pas forcément le temps. Et puis même nous, ça nous laisse le temps déjà de voir les films, peut-être de regarder des films à côté, quand ça fait partie d'une saga, ou que c'est par rapport à un réalisateur en particulier, ou même de pouvoir mieux les préparer, parce que quand on parle d'actualité, tout ça, on aimerait faire un peu plus long, des fois, parler d'autres choses. J'ai même préparé un petit jeu pour la fin de l'épisode. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire une fois toutes les 2 semaines, quoi. Alors qu'une semaine à l'autre, bon, autant le faire bien, avoir des épisodes un peu plus longs, mais que dans l'ensemble, voilà. Et puis même pour vous, ça sera peut-être plus confortable à voir. C'est ça, parce que les premiers épisodes, quand on revoit un petit peu la durée, on était sur du 25-30 minutes. Là, on est plus passé sur du 40-45 minutes, donc bon. Et alors, il y a longtemps, on est allé voir ce film, du coup, on est allé le voir le jour de sa sortie, et ça a eu le temps de gamberger un petit peu dans la tête. Civil War. Oui. De quoi ça parle, Civil War ? Et bien en fait, il y a une Civil War, il y a une guerre civile aux États-Unis, mais à notre époque, ou tout du moins dans un futur proche, où en fait on a l'armée de l'Ouest, donc qui est composée du Texas et de la Californie, qui se sont rebellés contre le gouvernement et qui font marche vers Washington pour aller zigouiller le président. Et on suit en parallèle de ce conflit plutôt, l'aventure de 4 reporters de guerre de différents horizons, de différentes époques, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes âges, les mêmes profils, et leur avancée dans cette Amérique, on va dire, fracturée et en proie à la violence. Exactement, donc c'est un film d'Alex Garland, c'est une sorte de Little Miss Sunshine en version hardcore, donc avec des journalistes de guerre qui vont faire Pardon, mais j'ai un truc bref. Qui vont faire ce voyage en fait entre New York et Washington, et qui va leur prendre du temps. Ils vont s'arrêter à plusieurs endroits, rencontrer des gens. Mon premier ressenti, c'est que ça a été vraiment un gros choc. Alors déjà visuel et sonore, parce que le son était très fort. On sent dès qu'il y a une balle qui est tirée, on sent les impacts de balles. Mais bien mixé, il faut le dire. C'est pas fort, c'est trop fort, ça assourdissant. Voilà. C'est que les coups de feu ont été mixés de sorte à ce que, comme un vrai coup de feu, ce soit assourdissant en fait. Que quand t'es pris dans une scène de guerre, t'as envie de te mettre à terre avec les mains sur les oreilles, ce qui est, on va dire, normal. Mais du coup, c'est un côté très oppressant, et notamment, comme tu l'as dit, donc, du fait de leurs différentes rencontres. Donc ça va de la petite ville un peu, voilà, sans plus, à des tueurs psychopathes qui font des charniers avec des fosses où ils balancent des gens pour un prétexte X ou Y. Fameux prétexte. Oui, est-ce que tu es un vrai Américain ? C'est ça. Non, quel genre d'Américain tu es ? Quel genre d'Américain tu es ? Exactement. Ouais. Parce qu'évidemment, si ce n'est pas le racisme, c'est n'importe quel autre prétexte bon. Oui. Voilà. Classique. Enfin bon, on s'est compris entre guillemets. Hein. Pour les personnages en tout cas. Mais c'était intéressant à voir. C'était, comme tu l'as dit, c'est très beau. Enfin, visuellement, ça a de la gueule. Malgré un budget, on va dire, relativement modeste. Hein, c'est pas un blockbuster. Mais pour la boîte qu'il a fait, donc A24, c'en est un. Et là, il a fait, je crois, 80 millions de dollars. Quelque chose comme ça au box-office. Donc c'est un vraiment... bon départ quand même. Voilà, ça va. C'est un début de succès. Moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est que donc on suit des photographes de guerre qui font des photographies de ce qu'ils voient, et que c'est incrusté en fait dans les scènes de manière assez percutante. Et j'ai trouvé ces photographies surtout assez magnifiques, qui racontent beaucoup de choses. Et en plus, on a cette
différence de style entre Kristen Dunst, qui est une photographe très expérimentée qui shoot en numérique, et cette jeune débutante qui shoot en argentique et en noir et blanc. Et donc ça crée vraiment des images qui sont assez fortes. Donc les images m'ont marqué, beaucoup de scènes m'ont marqué, la tension était folle. Mais en fait, donc ça fait 2-3 semaines qu'on a vu ce film. Et ce qui me reste, c'est que ça manquait quand même, je trouve, de propos de fond. C'est-à-dire que Civil War, donc on le traduit par guerre civile en français, mais ça a tout un autre sens, puisque ça évoque la guerre de sécession avec un C majuscule, un W majuscule. En fait, il n'y a pas vraiment de propos politiques, on ne connaît pas vraiment non plus le bord du président. Est-ce que c'est une parodie de Donald Trump? À un moment, il y a un personnage qui dit qu'il aurait bombardé les civils, donc... Mais encore une fois, par rapport à un contexte de guerre ou quoi, des fois même des gens d'un bord politique ou de l'autre, des crimes de guerre, ça n'a jamais été affilié forcément à tel ou tel côté, on va dire, du spectre politique. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que forcément le film, quand tu le vois sur le coup, t'as un peu l'effet choc, voilà, mais ensuite quand tu réfléchis, c'est vrai que c'est très démonstratif, quoi, mais en soi, il n'y a pas forcément de propos, parce que en fait, de pas nommer ou de faire des trucs, par exemple, le fait que la Californie et le Texas soient alliés, alors c'est très improbable si tu connais un peu la géopolitique américaine, parce que c'est vraiment deux États démocrates et républicains, pro-armes, contre les armes, donc c'est vraiment bizarre, mais dans un contexte, si te l'est donné, tu pourrais dire pourquoi pas, tu vois, sauf que le contexte n'est pas donné. Donc le manque de contexte, des fois dans certains films, ça peut être quelque chose de positif, parce que t'as pas besoin qu'on t'explique tout, parce que généralement un film qui explique trop, c'est ça qui est chiant aussi. Mais quand on t'explique pas, ou pas assez, ou en tout cas que, on va dire, si on t'expliquait pas mais qu'il y avait suffisamment d'axes de réflexion après, tu pourrais tirer toi-même tes conclusions. Sauf que là, vu que t'as ni l'un ni l'autre, ou en tout cas pas assez d'un côté ou de l'autre, forcément t'as l'impression que c'est un peu incomplet, même si quand même ça reste un bon film. Je conseille d'aller le voir, vous allez aimer ou pas, mais ça vaut le coup de le voir au cinéma. Un certain prof de cinéma nous aurait dit que ça serait un film de chef opérateur. Peut-être. Je pense qu'on s'en rapproche. Et est-ce que le propos du film, justement, dans cette non-politisation, c'est pas que justement les photographes, les journalistes sont neutres? On essaie un peu de le faire croire, mais un photographe, c'est un artiste. Et du moment que t'es un artiste, tu manies un outil, la façon dont tu prends les photos, ça a une signification en fait. Même si c'est indirect ou pris sur le vif, ce que tu choisis de prendre en photo, c'est politique. Puis même il y a des références à la fin quand il pose avec... je vais spoiler. Quand il pose avec le cadavre du président américain, où c'est censé faire référence à des photos de soldats américains qui avaient posé avec des leaders terroristes au Moyen-Orient, ou en Irak. Donc encore une fois, c'est pas très subtil, et c'est de la référence, on va dire, pour de la référence. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi, vraiment. Et à part Civil War, un des autres films que j'attendais beaucoup de voir en ce mois d'avril, c'est Monkey Man, donc le premier film de Dev Patel, où il joue dedans, et qui est un film d'action, vraiment de la tatane, de la bagarre, et que ça se passe du coup en Inde. Très sympa. Voilà, il n'est pas resté très longtemps au cinéma, parce que là il est déjà disponible en digital. Ok. Mais franchement, ça vaut le coup. Parce que Dev Patel, on sait déjà que c'est un bon acteur, mais je trouve que c'est plutôt bien réalisé, les scènes d'action en général. Y en a qui l'ont qualifié un peu de John Wick indien, mais en fait c'est pas du tout filmé pareil. C'est pas vraiment... oui, il y a le côté très esthétique, un peu noble de la cascade et tout, mais allez le voir, si vous aimez le genre de film d'action, franchement allez le voir, il y a des bonnes idées de cascade, de baston, parce que voilà, c'est très... toujours du corps à corps, vraiment resserré, il n'y a pas trop de scènes d'envergure. Parce que déjà le budget était relativement faible, mais ça a de la gueule. Franchement, je conseille d'aller le voir. Et dernier petit conseil, parce qu'après je pense qu'on va être un peu long peut-être, même si maintenant on veut le faire un peu plus long, mais quand même, je sais pas si tu as regardé, si tu regardes la série X-Men 97. Pas du tout. C'est trop cool. Ah ouais? J'ai pas vu la série des années 90. Ok. Moi j'ai plutôt vu la série Spider-Man. Ok. Avec le générique qui est incroyable. Et du coup, la série elle prend, on va dire, plus ou moins après, quoi. Je vais regarder vite fait un peu. Mais non, la série est vraiment très très cool, c'est plutôt bien animé. Et ils embrassent, je veux dire, le côté comics, parce que des fois, le MCU, les films live action,
ils prennent quelques éléments des comics des fois, mais un peu timidement pour pas que ce soit trop décalé, à part citer James Gunn, tu vois, mais c'est souvent très timide, on va dire. Parce que des fois bien, hein, mais c'est relativement timide, alors que là, vu que c'est une série animée, ils en profitent, ils y vont à fond, il y a beaucoup de trucs, des fois ça sort un peu de n'importe où, mais c'est très généreux, on va dire, et il y a vraiment des épisodes vraiment incroyables, où j'étais vraiment impliqué émotionnellement, sans te dire, mais franchement, jette un œil, c'est que des épisodes de 30 minutes, c'est vraiment très très bon. Ok, et donc c'est sur Disney+. Ouais, ça c'est ça. En tout cas, nous, à chaque épisode, on parle de deux films qui nous plaisent, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs, pour trouver des différences, et pour faire des digressions, pour parler de tout et n'importe quoi en lien avec le cinéma et avec ses films. Et donc si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le partager à vos amis, à votre famille qui aiment le cinéma, et si vous souhaitez nous envoyer un petit message ou nous suggérer des films, le lien de notre compte Insta est dans la bio de ce podcast. Et vous pouvez aussi le demander sur Spotify, il y a un encart pour mettre des commentaires. C'est vrai. Et aujourd'hui, on parle de deux grands films ayant marqué le cinéma, deux films dont la thématique principale est la vengeance, avec un personnage principal qui se maquille le visage d'ailleurs, The Crow et Lady Vengeance. Benjamin, de quoi ça parle The Crow ? Alors The Crow, c'est un film qui est sorti en 1994, qui est réalisé par Alex Proyas, le réalisateur de Gods of Egypt. Pas le meilleur, de Dark City aussi, de iRobot. Bon, du coup, The Crow s'est adapté d'un comic book. Et qu'est-ce qui se passe dedans ? On suit l'histoire d'Eric Draven, qui est un guitariste de rock, et de sa compagne qui s'appelle Shelly. Sauf que malheureusement, ils se font attaquer chez eux, ils se font agresser, ils subissent toutes sortes d'abus et de violences, et ils se font tous les deux tuer. Donc Eric se fait défenestrer de son appartement par un gangster qui s'appelle T-Bird. Sauf qu'un an plus tard, Eric ressuscite grâce à un mystérieux corbeau, et il devient un justicier vengeur qui s'appelle The Crow. Le corbeau, en français. Voilà, le corbeau. Et il va chercher à traquer et à éliminer tous ceux qui lui ont causé du tort. Et du coup, notamment le méchant gangster T-Bird. Exactement. Alors ce film est quand même devenu assez connu, il a eu un succès parce que dû à la mort de son acteur principal, Brandon Lee, durant le tournage. Donc Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui est mort d'un accident d'une balle qui a été tirée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Et donc c'est un film qui ressemble par la thématique à Lady Vengeance. Alors, le thème central de ce film, c'est donc la vengeance, un thème qui est assez important dans le cinéma, quasi omniprésent par exemple chez Tarantino. Et il y a un réalisateur sud-coréen, Park Chan-wook, qui en a même fait une trilogie thématique, donc avec Sympathy for Mr. Vengeance, qui est le premier film de cette trilogie, qui parle d'une escalade de la violence, d'un cercle vicieux de la vengeance qui engendre de la vengeance. Vient ensuite en 2003 son film le plus connu, Old Boy, son film majeur qui a remporté la Palme du Jury au Festival de Cannes l'année de sa sortie. Probablement aussi le film sud-coréen le plus connu en Occident avec Parasite qui est sorti plus récemment. Donc dans Old Boy, on parle de la vengeance d'un seul personnage envers ceux qui l'ont emprisonné pendant 15 ans avec quelques retournements de situation à la fin et un final inoubliable. Et c'est le film d'ailleurs de cette trilogie qui est le plus proche thématiquement de The Crow. Et enfin vient en 2005 le film qui nous intéresse aujourd'hui, Lady Vengeance, ou Sympathy for Lady Vengeance. Ici on explore une nouvelle facette de la vengeance, avec cette femme, Lee Jun-ja, emprisonnée à tort pendant plusieurs années pour un infanticide qu'elle n'a pas commis. Et durant ces années d'enfermement, elle va préparer sa vengeance envers celui qui a réellement commis ce meurtre, mais également entraîner avec elle un certain nombre de personnes qui souhaitent prendre leur vengeance sur cette personne. Voilà, pour les résumer. Et donc pour traquer les différences entre ces deux films, je pense qu'on peut se diviser entre deux parties. D'abord la forme et ensuite le fond, puisque les deux ont une forme assez travaillée, une esthétique propre, et un fond avec une thématique qui se ressemble. Alors pour commencer avec la forme déjà, commençons par le commencement, le générique. J'aime bien commencer par les génériques. Peut-être parce que c'est ce qu'on m'a appris aussi en école, n'est-ce pas ? Lady Vengeance s'ouvre avec une main qui prépare un gâteau blanc, d'ailleurs qui revient à la fin du film. Et c'est assez sublime parce que ça sous-entend de la violence. Ça inspirera probablement le générique de la série Dexter, avec ce coulis de framboise qui vient se déverser sur le gâteau. C'est assez... c'est une violence qui est très sous-entendue.
Le générique de The Crow est beaucoup plus sobre dans son style, avec une typo gothique, avec les titres Brandon Lee, The Crow, sur fond noir, et qui annonce quand même pas mal la couleur du film. On a deux génériques quand même qui annoncent plutôt bien la couleur du film. D'un côté quelque chose de très sombre, de l'autre quelque chose d'assez violent. En termes d'esthétique, le film The Crow, il pleut tout le temps. Oui, c'est Gotham City dans The Batman, mais... C'est Seven aussi, pour des films où il pleut. Et en fait, on voit principalement ce qui ressort du film, ça va être le rouge, ça va être le sang, ça va être le feu. Et on se rapproche beaucoup du noir et blanc, en fait, qui est un peu de l'esthétique originale du comics. C'est ça. Mais à la base, il me semble qu'ils auraient dû le faire en noir et blanc. Ouais, mais c'est Brandon Lee qui avait proposé, mais ils l'ont pas retenu. Ouais, c'est un peu comme la série Walking Dead, parce que le comics Walking Dead est en noir et blanc. Mm-hmm. Et la série voulait être en noir et blanc, mais la chaîne a dit non. Et du coup, c'est pour ça qu'en tout cas, les premières saisons ont un look, une image un peu, pas terne, mais un peu bizarre. Parce qu'en fait, ils voulaient reproduire le genre d'image que pouvaient avoir les vieux films de zombies, qui étaient filmés avec des caméras moins bonnes que des vraies caméras de cinéma, avec un peu de grain, des couleurs un peu plus ternes. Ce qui n'est pas le cas sur les derniers spin-offs, donc, comme la série Daryl Dixon ou Dead City, où pour le coup ils ont filmé avec des caméras vraiment actuelles, on va dire, où l'image est beaucoup plus léchée. Et c'est vrai que quand tu regardes les premières saisons de Walking Dead, tu te dis attends, mais la série est sortie en 2003, non, c'est juste que c'est un parti pris artistique. Et donc Lady Vengeance, ça se passe déjà en période de Noël. Oui. Ça se passe dans la neige, c'est un peu plus chatoyant, on va dire, dans le début du film. Alors au niveau de la réalisation, il y a quand même beaucoup de plans fixes, des plans qui sont presque des tableaux. C'est très léché. Ouais. Et il y a certains plans aussi avec une esthétique assez fantastique, des choses qui sortent du réel. Et alors, en fonction de la version du film que tu as vu, je sais pas quelle version du film que tu as vu, mais j'ai vu la version du réalisateur. Je saurais pas te dire, mais... Ben, tu vas comprendre. En fait, on perd les couleurs au fil du film. Ah oui. Et le film se finit en noir et blanc. Mm-hmm. Et alors ça, c'est exclusif à la version DVD, la version physique, la version Blu-ray, puisque c'est le choix du réalisateur, et c'était pas gardé pour la version ciné. Dans la version cinéma, tout reste en couleur. Et je trouve que justement, cette perte de couleur, ça accentue la psychologie du personnage, évidemment. J'aime beaucoup les films qui proposent des versions noir et blanc dans leur Blu-ray, comme Mad Max ou Logan. Ouais. Et un autre film, Justice League aussi. Enfin, la version de Zack Snyder. Je trouve ça très intéressant. Surtout quand des films comme, par exemple, Mad Max a une colorimétrie très chaude, voilà, c'est vraiment très marqué. Et de passer à ce côté un peu chrome, c'est vraiment très intéressant, des fois, de redécouvrir les films. Et j'adore ça. Vraiment, ça devrait être proposé plus souvent, je pense. C'est vrai. Pour des films qui en valent la peine, évidemment. Mais des films où ça fait sens aussi. Oui, bien sûr. Faire du noir et blanc pour du noir et blanc, ça sert pas à grand chose. C'est gratuit. Tu mets tout le film entier sur première, tu fais allez hop. Filtre noir et blanc. C'est ça, saturation, putain, des trucs vraiment dégueux. Mais c'est une blague de monteur, hein, c'est rigolo. Ouais, on se comprend. Au niveau de la narration, le film se raconte avec beaucoup de flashbacks. Enfin, les deux films se racontent avec beaucoup de flashbacks. Alors dans The Crow, c'est des flashbacks sur son amour avec sa femme et le soir de son assassinat notamment. On va revenir pour... vu que le personnage traque en fait chaque personne qui était là lors de son assassinat, on va voir quel rôle ils ont joué ce soir-là. Et dans Lady Vengeance, on va avoir un récit qui est non linéaire pendant toute la première partie du film, avec des flashbacks montrant la vie dans la prison où elle a été, cette prison pour femmes, avec toute sa préparation et notamment son changement drastique de personnalité. C'est ça, comment elle s'est transformée. Exactement, c'était un personnage très souriant au début du film, qui, après son passage en prison, va devenir très... froide et sans émotion, exactement. De la même manière que Eric Draven, dans The Crow, bascule lors de sa métamorphose. Bien qu'on ne connaisse pas vraiment de sa vie d'avant, pour le coup, Eric Draven, parce que la première scène du film, il est déjà mort. Oui. Et c'est les rares flashbacks qu'on a, et encore, souvent les flashbacks, c'est la fois où il se fait tuer, donc ça laisse pas trop de place non plus. Même si, bon, on va dire que la personnalité d'Eric Draven, c'est pas le plus important avant. De toute façon, la quasi-totalité des super-héros, et non la personnalité, pour ceux qui changent vraiment de personnalité, on va dire, genre Hulk ou quoi,
que avant leur accident, et en général ça arrive rapidement, que ce soit dans les films ou dans les BD, donc c'est pas forcément ce qui est toujours le plus intéressant. C'est plus la transformation ou ce qu'ils deviennent, comment ils se révèlent grâce à leurs super pouvoirs. Oui, il a des super pouvoirs de toute façon, The Crow. Oui, il est assez immortel. D'ailleurs, tu parlais des flashbacks pour The Crow. Je trouve qu'il y en a peut-être un peu trop. Ah ouais? C'est-à-dire que on se doute que le quatrième mec qu'il va chercher, c'est un mec qui était là quand sa femme s'est fait tuer et violer. Mais le truc, c'est que c'est peut-être un peu... À chaque fois, c'est presque les mêmes plans en plus. Je veux dire, c'est pas vraiment un rôle en particulier ou quoi, c'est juste un mec de plus qu'il a tabassé, tu vois. Donc, peut-être, en termes de montage, c'est peut-être un peu trop in your face, tu vois. Mais après, il y a quelques moments dans le film qui sont pas liés au flashback où des fois le montage, c'est un peu spécial. Mais ça, je me dis, c'est peut-être comme ça qu'ils ont dû faire par rapport à la mort de l'acteur, donc je veux pas trop attaquer le montage sur ces points-là. Et d'ailleurs, concernant le remplacement de l'acteur, moi je me suis dit, ils ont dû faire avec les moyens de l'époque, donc avec des doublures ou avec des plans de bricoler, tout ça. Et en fait, non, ils ont fait un travail d'effets spéciaux où ils ont récupéré certains plans d'Eric. Par exemple, il y a un plan où il est blessé et il marche dans son appartement. Et en fait, à la base, c'était un plan de quand il était dans la ruelle. Okay. Il se réveille, et en fait, ils l'ont incrusté avec le décor de l'appartement, en effets spéciaux numériques et tout. Donc, en 1994 quand même, donc c'était pas quelque chose d'ultra courant. Maintenant, ça on te le fait pour tous les films, les films où on remplace les acteurs et tout, c'est ultra courant, mais à l'époque ça l'était pas. Et c'est pour ça que ça a rajouté 15 millions sur le budget. Et franchement, en voyant le film, je guettais ces erreurs. Je guettais un peu pour voir à quel moment ils ont peut-être remplacé l'acteur. Et écoute, j'ai pas su trop dire en fait. C'était vraiment très bien fait, je trouve. Alors forcément, pour les scènes d'action, ils ont dû faire avec des doublures, mais bon, ça, même si Brandon Lee était encore vivant, il l'aurait fait, donc à la limite, c'est pas... Voilà. Mais franchement, je trouve que c'est... Quelqu'un ne sait pas que l'acteur est mort, je pense pas qu'il verrait la supercherie, quoi. Alors effectivement, moi je connaissais pas toute l'histoire en voyant le film la première fois, et j'ai jamais tilté de me dire cette scène c'est bizarre, l'effet il marche pas. Ouais, ou de dire, on dirait un fond vert ou quoi. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment très bien fait. Ça marche très bien. Après, il y a des fonds verts un peu cramés dans le film, mais c'est... Il y a des effets spéciaux qui sont moins bien dans le film que ça. Mais c'est pas lié à la non-présence de l'acteur, quoi. Exactement. Encore une fois, voilà, c'était en 1994, le film n'avait pas un budget énorme non plus. J'aime bien ce plan, même si pour le coup, il est un peu vieilli, mais où Eric... The Crow se tient à la fenêtre de son appartement qui est totalement brisé là, on dirait ils vivent dans un grenier. Et en fait t'as ce plan qui dézoome et du coup tu vois tout le reste du bâtiment avec la ville derrière. Il y a même ce plan où il joue de la guitare en haut d'un immeuble et tu vois toute la ville derrière. Je sais pas si c'est un fond vert numérique ou si c'est un décor peint. Ouais. Mais franchement j'aime bien ce genre de plan. C'est vraiment une esthétique qui n'est pas forcément réaliste, mais qui est très comics, pour le coup. Un peu comme le Gotham dans les films de Tim Burton. C'est ça, c'est ultra iconique. J'avoue, je trouve ça un peu ringard. Ça fait un peu le cool des années 90. C'est très, oui, voilà. De jouer avec la guitare électrique sur le toit, comme ça. Bien sûr, bien sûr. Puis même, tu vois, il est tout en cuir et tout. Vraiment, c'est très... Et encore, c'est avant Matrix, donc... C'est très marqué de son époque, mais c'est pas forcément désagréable non plus, quoi. Alors tu dis c'est avant Matrix, en sachant que quand Alex Proyas a tourné Dark City, les décors de Dark City ont été réutilisés pour Matrix. Ah bon ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent Matrix a tout volé à Dark City, que Dark City a tout volé à Matrix. Non, c'est Matrix qui a volé les décors de Dark City. Voilà. Dark City c'est sorti après ? C'est sorti en même temps, je crois, c'est sorti à peu près. Bah oui, ok, d'accord. Bref. Alors, c'est vrai que tu disais que le personnage devient rapidement The Crow. En fait, il met 15 minutes pour devenir The Crow dans le film. Ça va très très vite, c'est assez efficace. Et justement, il y a un remake du film qui est en train de... qui va sortir en août. Il sort en juin. En juin, il sort. En juin, il sort ? Ouais. Encore, oui. Je crois le 24 juin, il sort. Ok, peut-être, je sais pas. J'ai pas le date exact. Allez, le fact-check. Fact-checking. Il sort. Ouais, non, le 21 août. Je dois confondre avec un autre film. Donc j'avais raison. Je m'excuse, je suis une merde, voilà. je tire ma réponse. Et du coup, dans ce film, alors on a vu la bande-annonce, j'ai l'impression que le film prend beaucoup de temps, justement, à introduire le personnage de The Crow, son passé, tout ça. Est-ce que c'est un film qui a compris le film The Crow, original ou pas ? D'un côté, je me dis, passer un peu plus de temps avec le Eric Draven vivant, avant sa transformation, pourquoi pas ? Pour se rappeler que le film de 94, il fait qu'1h30. Là, si tu fais un film de 2 heures avec une demi-heure en plus et que c'est pertinent,
pourquoi pas. Moi, ce qui me dérange plus, c'est l'esthétique du film. De ce qu'on voit dans la bande-annonce, il y a 3 plans un peu sympas, un peu psychés, mais sinon c'est très simple. Il y a pas, alors je demande pas que ça fasse un copier-coller, que ce soit vraiment ultra gothique à mort, mais qui ait au moins une patte visuelle un peu comics, tu vois, un peu comme pourrait l'être Sin City, alors peut-être moins extrême. Et j'ai vu un truc, j'avais lu quelque chose, et c'est vrai qu'en voyant la bande-annonce, ça frappe, et ça fait un peu peur, parce que j'espère que c'est pas pour ça. C'est qu'en fait, tu te rends compte que quasiment tout est centré dans l'image. Ok. Dans le dialogue et tout. Et d'un côté, c'est bien dans l'action, parce que Mad Max Fury Road fait pareil. Parce que même si l'action est très frénétique, d'avoir toujours les éléments qui arrivent au centre, ça permet de pas avoir le regard qui se disperse. Mais là, de ce que j'ai lu, c'est peut-être pour que en fait, ce soit plus facile d'en faire des edits sur TikTok. Voilà. Oh, la tristesse. Oui. Mais ça sort au cinéma ou c'est... Ça sort au cinéma. Ah, ok. Parce que encore, ça serait sorti sur une plateforme... J'aurais compris l'intention, même si je la trouve débile. Mais ok, bon, bah, écoute, dans tous les cas, ce film ne m'intéressait pas beaucoup. Peut-être qu'ils s'attendent en fait à ce qu'ils se disent, il y a forcément une partie des gens qui vont dire ah pourquoi vous refaites un remake machin, et ils se disent peut-être que s'il y a suffisamment de promotion sur les réseaux sociaux, que les gens font des trucs, enfin des montages et tout, que ça va créer peut-être un peu d'engouement, je sais pas. En sachant que toutes les suites qui ont été faites à The Crow ont été des énormes flops. Oui. Parlons un petit peu de Lady Vengeance. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé ce film quand même. Ce film qui est principalement, enfin qui a pour acteurs principaux, principalement des femmes, ce qui manque un petit peu à The Crow. C'est quand même très masculin, The Crow. C'est des hommes contre des hommes. Surtout qu'en plus, j'avais lu quelque chose qui disait pourquoi en fait, parce qu'on dit ouais, il a vécu un truc vraiment horrible, Eric Draven, c'est pour ça qu'il est revenu, mais techniquement, la personne qui a pris le plus cher, c'est sa femme. Oui. Donc c'est elle qui aurait pu revenir à sa place, tu vois. Parce qu'elle a subi plus de sévices, on va dire. Donc, c'est vrai que l'explication, elle est un peu... Bon, après, il n'y a pas de vraie explication de pourquoi il est revenu, mais les gens qui disent « Ah oui, c'était vraiment pas cool ce qu'ils lui ont fait. » Enfin... C'est lui... Certes, mais bon, c'était pas le pire. Enfin... Il vient pour se venger, pour venger sa femme, pour venger tout le monde. Écoute, c'est comme ça. On a quand même un personnage dans Lady Vengeance qui est plus ambigu. Oui. Parce que Eric Draven, c'est un justicier, c'est un anti-héros, mais il se venge, il tue des gens. À aucun moment le film essaie de te dire peut-être que c'est pas bien quand même de tuer des gens. Non. Tu vois, non, lui... C'était mérité. Voilà, c'est mérité. Voilà, on a un personnage qui est beaucoup plus manipulatrice, donc Lady Vengeance qui est beaucoup plus manipulatrice. Il y a moins de violence visuelle et graphique, c'est plus sous-entendu, c'est un peu plus subtil, on va dire. C'est moins ringard aussi, il y a pas elle joue pas de la guitare électrique sur les toits. C'est moins ringard, mais il y a des passages où je me suis dit c'est trop bizarre. Alors, il y a cette scène où elle est avec, tu sais, la famille d'adoption de sa fille en Australie. Ouais. Et qui sont tous en train de rigoler, en train de danser et tout, mais ils le jouent trop bizarre, on dirait ils sont défoncés. Mais parce qu'ils sont défoncés, enfin ils sont bourrés pendant la scène. Ouais, non, enfin, mais... Ou alors ils ont jamais été bourrés de leur vie, tu vois, mais vraiment c'est très bizarre, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont pas pris que de l'alcool. Je sais pas, c'était un peu sorti, je me dis, non mais les gars, vous en faites trop là. Je sais pas. Il y a des scènes comme ça dans le film où c'est... Le jeu est un peu particulier, mais en vrai, ça, c'est un truc que des fois, tu as dans le cinéma asiatique. Parce que la façon de jouer, de toute façon, même en France, enfin, le cinéma européen par rapport au cinéma américain, par exemple, les façons de jouer ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les gens, ils trouvent que les films d'horreur français, c'est ridicule, même quand ils sont bien faits. Ouais. En fait, ce décalage entre les deux différents types de jeux d'acteurs fait que des fois, ce décalage va rendre l'expérience un peu bizarre, en fait. Parce qu'on n'est pas habitué. En France... Et du coup, en Asie, des fois, c'est un peu pareil. En France, on a un jeu qui est plus proche du théâtre. Oui. Souvent, on essaie de capter le réel dans les intentions de jeu. Aux États-Unis, on est un peu plus dans l'exagération. Au Japon, je sais que c'est quelque chose qui m'avait un peu perturbé quand j'avais regardé les 7 samouraïs. On est dans l'ultra-exagération. On est dans quelque chose qui est plus proche du manga, plus proche des animés, en fait. Voilà... exagérer les émotions pour les montrer. Même dans Harakiri. Même Harakiri, si c'est quand même plus subtil, je trouve. C'est beaucoup plus calme. C'est moins marqué dans le cinéma de Kobayashi que dans le cinéma de Kurosawa, je trouve. Et effectivement, dans le cinéma coréen, on est un peu dans cet entre-deux entre le cinéma américain et le cinéma japonais, parce qu'on est aussi dans cet entre-deux culturel. Oui, bien sûr. Qui ramène à la guerre de Corée,
et la conquête de la Corée par les États-Unis. Et voilà, ils sont dans cet entre-deux culturel, ce qui fait que ça se ressent aussi sur la manière de produire les films et sur le jeu des acteurs. Même si tu vois les gros films coréens qui ont vraiment percé à l'international, si tu prends Dernier Train pour Busan par exemple, ou Parasite pour les plus connus, c'est vrai que le jeu d'acteur est très proche de ce qu'on pourrait faire aux States. C'est ce qui fait aussi que c'est des films qui marchent aux États-Unis. Bien sûr. Voilà. Et encore, des fois ils ont un peu la flemme de lire les sous-titres. Ouais. C'est pour ça que quand Bong Joon-ho vient faire Snowpiercer aux États-Unis, énorme succès, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est la qualité d'un réalisateur américain d'un réalisateur coréen avec des acteurs américains et adapté d'une BD française. Voilà. Bah écoute. En même temps, la BD française, est-ce qu'elle est pas incroyable? Franco-belge, parce qu'ils vont dire mais Tintin. Enfin. Non, parce que des fois et quelque part c'est vrai que des fois en tant que Français on s'accapare beaucoup de choses culturellement qui sont suisses ou belges. C'est francophone. Très peu dans le cinéma, mais pas mal dans le reste. C'est vrai. Notamment la cuisine ou... Oui, c'est comme dans le dernier épisode on parlait de Virginie Fira. Oui. Virginie Fira qui est une actrice belge. Oui, voilà. Pourtant c'est celle qui a le plus de César. Oui. On se dit culture française. Non, elle est belge. Bien sûr. Donc le thème central de ces deux films, quand même, c'est la vengeance. Parlons un petit peu de vengeance. Oui. C'est pas bien la vengeance. Non, est-ce que, en vrai? Non, j'ai joué à The Last of Us 2, c'est pas bien la vengeance. Et donc on a cette vengeance qui se manifeste différemment. Donc dans The Crow, c'est une quête, c'est une vengeance qui est personnelle envers ceux qui ont tué sa femme, on l'a déjà dit. Et il les traque tous. Et le film ne remet jamais ça en question. Non. Et une fois qu'il a tout accompli, il meurt, il peut se reposer à nouveau. On trouve cette même idée de repos dans Lady Vengeance, puisqu'elle retrouve la paix une fois que... Voilà, elle retrouve sa fille aussi, une fois qu'elle a tout accompli. Mais surtout, ce qui est marquant, c'est qu'elle entraîne tout ce groupe de personnes dont les enfants ont été victimes de des actes de cet homme, de ce professeur. Et en fait, chacun a sa propre morale au début. Alors c'est vraiment toute la deuxième partie du film qui est consacrée à ça. C'est vraiment sur la mentalité de ces personnages et c'est assez froid, c'est glaçant, surtout qu'on passe en noir et blanc là. Et on a vraiment ce film qui devient amoral parce que on va condamner un personnage, une personne à mort, on va la condamner à la torture sous prétexte qu'elle a fait des choses horribles, vu que c'est quelque chose qui est personnel pour eux. D'un seul coup, ils vont remettre leurs convictions en question. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir chaque personne qui va réagir différemment face à ça. Et chaque personne qui va un peu s'accaparer le moment à sa façon, en fait. Alors que Eric Draven, lui, il a une manière d'agir, il ne remet jamais ça en question. Et c'est ça qui m'a marqué dans ces deux films, en fait. C'est comme le Punisher, c'est mission, point A, point B. Exactement. Et pas de chichi. Et par contre, si je peux caler un petit point sur le méchant de The Crow, qui est un peu ridicule en vrai. Avec ses longs cheveux. Ouais, la coupe et même le côté costard dandy, mais j'ai des katanas parce que c'est les années 90, t'as vu, c'est trop cool. C'est vrai qu'il ressemble à un vampire, ça fait un peu Van Helsing, tu sais. Oui, je me suis posé la question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les différences entre ces films ? Non, pas tellement. Après, il faut aussi... C'est deux films très particuliers, enfin, surtout Lady Vengeance. Autant The Crow, c'est vraiment plus accessible, on va dire. Mais du coup, il faudrait laisser les gens voir Lady Vengeance s'ils veulent le voir. Ouais. Parce que c'est quand même particulier. Moi, j'ai pas totalement apprécié. Est-ce que tu as vu les autres films de la trilogie de la Vengeance ? Non, malheureusement, non. Pour avoir vu les trois films, c'est, je pense, le moins accessible des trois. Je pense que déjà, quand tu t'es familiarisé au cinéma de Park Chan-wook avec Old Boy, c'est un peu plus facile parce que tu as déjà vu ses thématiques, tu as déjà vu sa manière de faire. On a une trilogie où chaque film aborde un pan de la vengeance. Et dans Lady Vengeance, il n'est pas moins important que les autres. Non. Et il n'est pas moins bien traité. Après, de manière générale, j'appelle les gens aussi à creuser dans le cinéma de Park Chan-wook, qui a quand même réalisé le film Mademoiselle, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et récemment, il a fait Decision to Live, qui est aussi un très bon film, je trouve. Et il a sorti une série, là. D'accord. The Sympathizer, avec Robert Downey Jr. et d'autres acteurs, mais donc t'as un cast principalement asiatique, et Robert Downey Jr., qui joue un agent, un ancien espion français,
qui est un peu un caméléon, c'est pour ça, parce que sur toutes les vidéos de promo, dans le trailer, tu vois qu'il a 15 têtes différentes. Ok, et c'est disponible où? Sur Prime Video, Ok. avec le pass Warner. Ah, pff. Voilà. Ok. Pour finir, Benjamin, il me semble que tu as préparé un petit jeu. Alors oui, j'ai un petit jeu. Quelles sont les règles? Je ne les connais pas. Alors, déjà, je vais rendre à César ce qui est à César. Il est inspiré de Mr. Sunday Movies, qui est une chaîne YouTube. Donc, c'est 2 personnes qui parlent de cinéma, un peu comme nous. Ah bon? Voilà. Et ils ont un jeu qui s'appelle Guess the Movie by the One Star Review. Donc, devine le film par rapport à la critique 1 étoile, donc sur Letterboxd. Et à chaque fois, c'est dans un thème donné. Par exemple, devine le film de la saga X-Men par rapport à la critique. Ok. Voilà. Donc, ils doivent trouver à chaque fois. Enfin, c'est assez drôle en vrai. Je me suis dit pourquoi pas le reprendre. Et bon, on le fera pas tout le temps, mais peut-être de temps en temps. Mais là, pour la première, je me suis dit, ça va être des films dont on a parlé dans l'émission. Ok. Voilà. Charmant. Donc, je les ai pas tous mis, parce que sinon, ça serait trop facile de faire par élimination. Ok, faut que je me resitue déjà de quel film on a parlé. Donc, j'ai parlé du premier film, Ok. Critique 1 étoile. Je ne savais que ce n'était pas pour moi quand le film a commencé avec une blague de caca et de pipi. Babylone. C'est bien, 1 sur 1. 1 sur 1. Le caca de l'éléphant, pour être précis. Voilà. Et le pipi du monsieur. J'avais quand même mentionné la triade du pipi caca vomi Voilà. dans l'épisode sur Babylone. C'est pas pour rien, effectivement. Voilà. Deuxième. Ouais. Tout ça parce que le colonel Sanders voulait jouer à Dieu. Tout ça parce que le colonel Sanders voulait jouer à Dieu. Ah, je l'ai pas. Attends. Parce que c'est KFC, ça, le Colonel Sanders. Ouais. Attends. Ah, c'est mot facile, là. Parce que le Colonel Sanders voulait jouer à... Attends, j'essaie de revoir parmi les films qu'on a parlé. Qui c'est qui voulait jouer? Attends. Non, t'as pas le droit de regarder. T'as pas le droit de regarder, Alice. Si. Non. C'est trop facile, sinon. Je l'ai quand même pas. C'est trop facile, sinon. Je l'ai toujours pas. Regarde pas la liste. Je l'ai toujours pas. Tu veux que je te dise? C'est quoi, c'est Mars Attack? Non, Jurassic Park. Eh Ok, oui. pas mal. Mais te mets pas les films, c'est pas drôle sinon. Oh, j'ai Ok. quand même pas trouvé, ça m'a pas aidé. Troisième, les 20 premières minutes sont géniales, suivies de l'heure la plus ennuyeuse que j'ai jamais vue. Je ne sais pas comment quelqu'un est parvenu à terminer ce film. Oula. C'est pas gentil parce qu'on a parlé que de bons films jusque-là. Ah oui, mais c'est des critiques 1 étoile. Les 20 premières minutes sont intéressantes. Donc c'est un film qui a un début fort. On va dire Watchmen, peut-être? Non? Non, parce que c'est un film d'1h30, 1h40. Ah, 1h30. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Mars Attack? Non, Je sais pas. ça s'appelle Mars Attack. Au bout d'un moment, ça va aller. Je vais dire Mars Attack à chaque fois. Non, c'est Attends. le film dont on a parlé, oula, Oui. en même temps Que Mars Attack? que Watchmen. Que Watchmen. Harakiri? Oui. Oh, quelle honte! La vie désastreuse. Oh, quelle honte! Oh! Ok. Quatrième. Oui. Un peu plus compliqué, mais il y a moyen de trouver. Je déteste les années 80. Mars Attack. Non. Alors, je vais te faire ça. Mars Attack n'est pas dans le jeu. Voilà. Comme ça, tu sais. Attends, je sais. Les années 80, c'est quoi? C'est Madame Doubtfire? Tootsie? Oui. Si vous ne regardez pas l'écran et n'écoutez que la musique, c'est vraiment bien. Once Upon a Time in Hollywood? Non. Peut-être. Dans quelle musique on a... Enfin, dans quel film on a une musique vraiment bien? Dans Fantomas, on a une musique super cool. Oui. Non, mais vraiment, si vous ne regardez pas l'écran, genre visuellement, c'est dégueulasse. T'as compté Dune ou pas? Oui. C'est le Dune de 84. Ok. Parce que je sais que toi, t'adores la musique de Toto, donc je me suis dit que ça J'adore la prendra musique de Toto dans Dune 84. Ouais. C'est formidable. Donc c'est bien un 2 sur 5. Ouais. Allez, sixième. Ce film donne l'impression d'avoir été réalisé par un groupe d'étudiants qui venaient d'apprendre à utiliser Adobe Premiere et qui ont volé la carte de crédit de leur mère. Comment tu veux que je devine? Un film qui a une gueule d'étudiant, Fog. Non. Toujours pas Mars Attack, hein? Non. Non. Un film étudiant. Ah, Shaun of the Dead. Non. Oh merde. Je sais pas. The Crow. Ok, j'avais oublié qu'on parlait de Prochain. ce film aujourd'hui. Ouais. C'est très simple. Ok. Fasciste. Watchmen? Oui. Ok, pas mal. Ok. Alors, c'était le truc le plus affreux que j'ai jamais vu. Si c'est le genre de choses que vous aimez vraiment regarder, alors je pense honnêtement que vous avez les pires goûts en comédie. En comédie. Ouais. Oh, on n'a pas parlé de beaucoup de comédies. Non. On a parlé de Madame Doubtfire. Mhm. Les Simpsons. Non. Comédie. Ah, Casino Royale 67. Non. Je vais Shaun of the Dead. Vas-y. Il est nul ton jeu. Il est nul. Je désapprouve, ça y est. Avant-dernier.
Ouais. Twitter a dit que ce film était gay. Il n'est pas gay du tout. Une étoile. Le mec s'attendait à voir un film gay. Oui. X. Non. Bienvenue à Gataka. Oui. Pourquoi gay? Parce que je pense qu'il y en a qui fantasment beaucoup sur Jude Law et Ethan Hawke, peut-être. Ok. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup ressorti quand je regardais des critiques du film, qui disaient que il y avait une tension entre les deux. Ouais, un peu. Mais bon, après, Enfin, pourquoi pas. Mais je trouvais là vraiment la formulation, vraiment, c'est très simple et efficace sur le... C'était gay, non, c'était pas une étoile. Parce que je peux comprendre que ce soit frustrant. Et enfin, un dernier. Allez. Maya Hawke avait raison de prendre la voiture et de se barrer. X. Non. Attends, Maya Hawke. C'est Ouais. dans quel film ça? Vraiment, elle apparaît que dans une scène. Attends, une scène. Ouais. Je sais pas. Once Upon a Time in Hollywood. C'est qui? Attends, c'est laquelle Maya Hawke? C'est une des hippies Ok. qui arrive à la villa de DiCaprio et Brad Pitt. Ok. Et en fait, ils sont 4 au début. En fait, il y en a que 3. Et elle a dit, oh, je vais garer la voiture. Et en fait, elle se casse. Mais c'est Maya Hawke. Ah oui, ouh là, oui, Voilà. d'accord. C'est partie de ces actrices où tu fais, mais c'est vrai qu'elle était dedans. Oui. C'est comme Sydney Sweeney, Oui. qui était qui est dans le film, qui est dans la scène qui se passe au ranch, qui est dans la petite maison avec Dakota Fanning et les autres. Et elle regarde à la fenêtre. On l'avait déjà mentionné dans l'épisode. Ben voilà, sûrement. Mais voilà, c'est parti des acteurs, ou même Austin Butler, qui est à la fin. Voilà, Ouais. des acteurs qui étaient en devenir à l'époque, 1 an ou 2 avant que vraiment il explose. Mais et Ok. voilà. Et ouais, Maya Hawke était dans le film aussi. Et elle a bien fait de se barrer de ce film de merde. Merci à tous en tout cas d'avoir écouté ce 13e épisode de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Et pour la prochaine fois, c'est à moi de décider des films qui seront traités. Et on va parler de Rambo avec Sylvester Stallone et de Playtime de Jacques Tati. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver The Crow et Lady Vengeance sur quelques plateformes de streaming qui sont assez compliquées à trouver de manière légale. Mais bien sûr, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, bye! Ah, mais moi je regarde là, c'est vrai. Oui, plutôt. Salut. Allez, on va tout reprendre depuis le début. Je veux connaître chaque détail. Il était avec un corbac. Il a failli à moitié m'arracher la gueule. Là, il m'a demandé d'aller dire à T-Bird que la mort arrivait. Une connerie dans ce genre-là. Il s'appelle Draven. À l'époque, j'avais à peu près ton âge. Enfin, je veux dire que j'avais 19 ans. Et toi, tu en avais 5. J'avais enlevé et tué un petit garçon qui avait à peine 5 ans. C'est dingue, ça sent l'essence. T'as remarqué? Déconne pas. Non.